Précédemment, dans Robots géants et petites culottes. Le robot d'acier sort alors vainqueur des épreuves en France et en Italie et il se répand en Espagne. Toute l'Europe est-elle donc désormais conquise? Eh bien non. Un pays en particulier résiste à l'envahisseur et plutôt que de jouer la carte de l'importation directe, il va se montrer plus original. L'Allemagne, le plus grand pays d'Europe, n'est pas le principal consommateur d'animés. Et si certains dessins animés des années 80 y sont connus, il ne semble pourtant pas qu'il y ait eu de réelle invasion. On peut alors se demander pourquoi l'Allemagne, qui avait commencé avant ses camarades européens à diffuser des animés, va suivre une voie différente. Effectivement, à partir de novembre 71, un animé japonais, Speed Racer, est diffusé sur la chaîne ARD avec un immense succès auprès des jeunes. Cet animé est importé des États-Unis, où il a été diffusé à la fin des années 60. 7 ans avant Goldorak, c'était la première fois qu'on voyait un tel dessin animé en Allemagne et probablement en Europe. Cependant, Speed Racer est peut-être trop en avance sur son temps, car dès le premier épisode, le magazine Der Spiegel critique violemment sa brutalité et des lettres de protestation de parents et d'éducateurs commencent à pleuvoir. Der Spiegel a persisté en parlant d'horreur et de spectacle sanglant, et cette levée de bouclier est allée jusqu'au chancelier, qui a alors décrit le dessin animé comme étant pire qu'Hitler et que le Troisième Reich. Pour comprendre cette réaction, il faut la replacer dans le contexte de l'époque. La fin de la Deuxième Guerre mondiale est encore toute proche, et le spectre de l'échec de l'éducation allemande est dans tous les esprits. On peut imaginer un lourd sentiment de culpabilité chez beaucoup d'Allemands, et l'idée de voir poindre la moindre perversion chez la jeunesse post-guerre peut vite faire craindre le pire. C'est ainsi qu'au bout de seulement 3 épisodes, Speed Racer fut déprogrammé. À l'automne 72, la chaîne commande alors une enquête scientifique à grande échelle avec l'idée de relancer la diffusion du dessin animé. Celle-ci conclut que la série est passionnante mais qu'elle présente des risques pour les enfants. Toute diffusion devenait donc impossible, mais dans ce contexte des moins propices, un homme va trouver une solution des plus originales. Joseph Goelen, à la tête des programmes jeunesse de la ZDF, la seconde chaîne allemande, a besoin de programmes adaptés aux nouveaux goûts des jeunes. La décision est alors prise de créer eux-mêmes des dessins animés, mais cela impliquait des savoir-faire absents et des budgets très élevés. Les Américains n'étaient pas très ouverts à la coopération avec les Allemands, mais ironie du sort, quelques années plus tôt, la ZDF avait été contactée par 2 Japonais qui se trouvaient en Allemagne, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Ils avaient été envoyés en mission par leur studio pour négocier les droits d'un livre pour enfants, Fifi Brin d'acier, qu'ils voulaient adapter. Cela n'a pas été possible et finalement ils sont allés visiter la Suisse et ont pensé à Heidi, et ils viendront finalement en Allemagne pour négocier les droits. La ZDF décide donc de coproduire Heidi avec la Nippon Animation. Diffusée en Allemagne en septembre 77, Heidi devient rapidement un succès en Europe, bien avant Goldorak, mais il s'agit d'un succès dans un registre bien différent, puisqu'il est familial. Commence alors une longue collaboration avec la Nippon Animation qui cherchait à réaliser des dessins animés adaptés à l'exportation, et dont le plus connu est Maya l'abeille, qui paradoxalement fut en son temps critiqué, notamment par certains qui jugeaient l'animé trop proche des valeurs conservatrices. Malgré tout, les Allemands continuèrent dans cette voie collaboratrice.
Si l'Allemagne prend un chemin différent, Goldorak a bien pulvérisé les écrans français et italiens. Derrière lui s'engouffrent des centaines d'autres dessins animés japonais. Les années 80 voient ainsi s'installer sur toutes les grandes chaînes et à des heures de grande écoute, ce que l'on appelle alors, de manière erronée, les mangas. Dans les 15 années qui vont suivre l'arrivée de Goldorak, on dénombrera en France plus de 170 dessins animés japonais différents et plus de 200 en Italie. Cela fait plus de 10 dessins animés originaux par an, sans compter les rediffusions. Pour donner un ordre de comparaison, depuis 2000, on en dénombre seulement 12 sur les grandes chaînes françaises. Autrement dit, à ce moment-là, on en voyait autant dans une année que tout ce qui a été diffusé depuis 15 ans. Ces animés séduisent tous les jeunes, garçons et filles sans distinction, et l'engouement qu'ils suscitent peut parfois paraître surréaliste. Par exemple, quand, dans un épisode de Candy, Anthony meurt d'une chute de cheval, Antenne 2 reçoit alors un torrent de courriers de protestation et de plaintes de parents, estimant que la mort du personnage perturbait les enfants. Antenne 2 modifie alors le scénario et le doublage pour indiquer qu'Anthony n'est pas mort et qu'il est devenu handicapé à la suite de son accident. On a rarement vu un tel attachement au héros d'un dessin animé. Ainsi, si invasion il y a eu, elle apparaît surtout comme le fait des Européens eux-mêmes et de quelques entrepreneurs qui ont réussi à forcer de solides barrières. L'Allemagne n'échappe que de peu à l'invasion et l'Europe est conquise. Mais comment expliquer le succès de ces animés qui vont monopoliser, du jour au lendemain, les écrans de télévision pendant 2 décennies? Qu'est-ce qui les rend si différents, si spéciaux aux yeux des téléspectateurs? Rendez-vous au prochain épisode pour le découvrir. Après maintenant 3 épisodes, nous avons ravivé chez nombre d'entre vous beaucoup de souvenirs télévisuels. Alors dites-nous en commentaire quels étaient vos dessins animés préférés de cette époque et pourquoi ils sont chers à votre cœur. On se fera un plaisir de lire tous ces souvenirs.